11 janvier 49 avant notre ère. César franchit le Rubicon et s'empare de Rome. Un an plus tard, il écrase Pompée et Brutus, puis soumet l'Égypte et rétablit la paix dans la République romaine. Bien que vainqueur, son mépris envers les institutions républicaines et sa mainmise sur Rome lui attirent la haine d'une partie du Sénat. Et, aux ides de mars 44, il finit par être assassiné par ces derniers. Il laisse derrière lui 3 hommes de pouvoir ambitieux. Lépide, l'administrateur de talent. Marc-Antoine, le chef militaire talentueux. Et Octave, son jeune héritier, auquel il lègue son immense fortune. La paix ne subsiste pas longtemps entre ces derniers, et les guerres civiles se multiplient bientôt. Celui qui ressort vainqueur de ces affrontements s'apprête à graver son nom dans l'histoire et changer le visage de Rome, de la République et du monde pour les siècles à venir. Après l'assassinat, les conjurés n'ont pas de plan. Ils espéraient que tuer le dictateur suffirait à rétablir la République et ses institutions. Mais il n'en est rien. Marc-Antoine prend la suite de César, s'attire le soutien de Lépide en lui offrant le titre de Pontifex Maximus, la titulature religieuse la plus élevée de Rome, et profite des funérailles du dictateur pour exciter le peuple romain contre les conjurés. Mais la domination de Marc-Antoine est remise en cause par l'arrivée d'Octave à Rome. Celui-ci, héritier par testament de César, reçoit rapidement le soutien des vétérans de son armée et fait des cadeaux au peuple de Rome pour s'attirer sa sympathie. De plus, les sénateurs voient en ce jeune homme de seulement 19 ans un moyen de contrer le dangereux Marc-Antoine. Ils s'attaquent donc à ce dernier lors de violents discours et apportent leur soutien à Octave. Celui-ci profite également de la fortune de César pour lever une armée privée composée des vétérans du dictateur. Une première guerre civile éclate alors entre les deux hommes et voit une première débâcle de Marc-Antoine. Celui-ci se retire alors en Gaule où il voit Lépide et son armée se rallier à sa cause, tandis qu'Octave devient maître de Rome où il se fait élire consul alors qu'il n'a pas eu la carrière nécessaire pour ça. Mais la menace de son armée est suffisante pour appuyer sa candidature. Il organise ensuite une rencontre avec ses deux adversaires et, ensemble, ils s'accordent pour créer une nouvelle magistrature, le triumvirat, qui leur permet de se partager la République en 3. Ils se mettent aussi d'accord pour pourchasser et punir les assassins de César. Cicéron, qui est probablement le sénateur le plus connu de l'histoire romaine, perd la vie au cours de cette chasse à l'homme. En 42, Marc-Antoine et Octave se rendent finalement en Orient avec leurs armées, où ils écrasent les derniers conjurés, Brutus et Cassius. Après cette victoire, les triumvirs se partagent une nouvelle fois le monde. Marc-Antoine reçoit la plus grosse part, avec l'Orient et la Gaule. Octave reçoit lui le reste de l'Occident, et Lépide, qui n'a pas participé aux batailles, ne reçoit que l'Afrique. Après cet accord, alors que Marc-Antoine se rapproche de la reine d'Égypte Cléopâtre et se forge une figure de prince hellénistique en Orient, à l'image des anciens rois gréco-macédoniens qui régnaient sur la région avant la conquête romaine, Octave connaît lui des problèmes en Italie et fait même face à une guerre civile. Après avoir réglé ses troubles, il s'empare de la Gaule et des légions de Marc-Antoine qui s'y trouvaient. Ce après quoi, les triumvirs signent un nouveau partage qui ne change pas grand-chose au précédent, à la différence qu'Octave contrôle désormais tout l'Occident. En 36, ce dernier profite finalement de sa reconquête de la Sicile, qui était encore occupée par des rebelles, pour effacer Lépide et s'emparer de l'Afrique. De son côté, Marc-Antoine s'engage dans une conquête en demi-teinte de la Perse des Parthes, mais il renforce surtout sa domination sur l'Orient, où il gouverne toujours comme un roi hellénistique et a une liaison amoureuse avec Cléopâtre. Octave profite de ce comportement pour vivement critiquer son rival à Rome, où il le discrédite complètement. Finalement, le Sénat romain déclare la guerre à Cléopâtre en 32, ce qui induit une déclaration de guerre camouflée contre Marc-Antoine. La bataille, qui se déroule l'année suivante, à Actium, signe la défaite définitive de l'Orient
et la prise de pouvoir d'Octave sur l'ensemble du territoire romain. Malgré sa victoire sur Marc-Antoine, Octave ne devient pas immédiatement empereur. Il consolide d'abord son pouvoir en réformant profondément l'État romain. Ainsi, il réorganise le Sénat des 29 pour en faire une institution plus efficace et proche du futur pouvoir impérial. Il renforce aussi son contrôle sur celui-ci en instaurant des critères plus stricts pour devenir sénateur. Octave remanie également la justice républicaine, réorganise les tribunaux civils et criminels et crée une juridiction impériale. Il devient le juge suprême de l'Empire, mais il délègue ses pouvoirs judiciaires à ses fonctionnaires permanents, comme les préfets, et extraordinaires, comme les commissaires impériaux. Il légifère aussi l'obtention de la citoyenneté, permettant d'abord à l'élite provinciale d'accéder à celle-ci, ce qui fait grimper rapidement le nombre de citoyens, puis après ça, en rendant l'obtention plus difficile et en choisissant les nouveaux citoyens avec prudence. Il réforme aussi la politique financière et économique romaine en aménageant les impôts existants, en améliorant l'administration fiscale et en développant une bureaucratie relativement complexe. Il divise aussi la fiscalité romaine en deux, avec l'aerarium populi d'un côté, le trésor alimenté par les revenus perçus par l'État romain, et en créant le fisci, trésor personnel du futur empereur, alimenté par les revenus des provinces dont il a le contrôle en tant que triumvir. Octave renforce d'ailleurs son contrôle sur ces dernières en nommant des gouverneurs de confiance et en instaurant des règles strictes pour leur comportement. L'administration romaine est aussi étoffée, de nouveaux postes administratifs sont créés et renforcent l'autorité centrale de Rome. Toutes ces réformes stabilisent le futur empire et assurent la paix civile tout en renforçant le pouvoir d'Octave. En parallèle, ce dernier renforce aussi l'armée en mettant en place plusieurs réformes. Il instaure un système de recrutement régulier pour remplacer l'armée romaine de conscription par une armée professionnelle dont les soldats s'engagent pour une longue période. Cette armée peut autant engager des citoyens italiens qu'étrangers. Ces soldats percevaient un salaire régulier, tandis que les vétérans pouvaient espérer recevoir une pension et des terres à la fin de leurs années de service. Ces promesses de terres sont essentielles pour maintenir la loyauté de l'armée, parce que le modèle de base du citoyen, c'est celui qui possède sa propre terre. Et les citoyens sont souvent loyaux envers celui qui leur promet ça. L'armée devient donc permanente sous le commandement direct d'Octave. Ces légions sont disséminées dans des bases militaires présentes à travers l'Empire. La méritocratie est aussi introduite pour les promotions, valorisant les compétences plutôt que la richesse ou les liens familiaux pour gravir les échelons de l'armée. Les généraux ont d'ailleurs désormais le pouvoir de décider des promotions et des affectations, tandis qu'un système de récompense encourage la loyauté et le dévouement des troupes. Sur le plan tactique, Octave réorganise aussi l'armée en créant des unités plus petites et mobiles, contrairement aux légions lourdes et moins manœuvrables de la République. L'équipement des soldats est également amélioré grâce à de nouvelles armes, armures et aussi de nouvelles techniques de combat. Et des camps militaires permanents sont établis pour entraîner les troupes. En plus de tout ça, Octave crée la garde prétorienne, une unité d'élite chargée de protéger le futur empereur et sa famille. Elle est composée de soldats expérimentés qui peuvent aussi maintenir l'ordre à Rome. Ces premières années de règne transforment donc déjà le visage de l'ancienne République. Mais Octave poursuit sans relâche ses réformes après avoir été nommé princeps, ce dont nous allons parler. Il impose un régime hybride, une monarchie qui ne dit pas son nom, veillant à ce que les changements induits progressivement paraissent naturels, se mêlant aux souvenirs diffus d'un régime républicain qui s'efface pourtant peu à peu. Le 13 janvier 27 avant notre ère, au début de son 7e consulat, Octave prend la parole lors d'une séance au Sénat
pour annoncer son intention d'abdiquer de tous les pouvoirs accumulés depuis la fondation du second triumvirat, considérant qu'il a mené à bien sa mission de restauration de l'ordre républicain. Mais le Sénat, réorganisé par Octave et majoritairement favorable à celui-ci, décide de prolonger les pouvoirs de ce dernier. Un partage s'établit alors entre Octave et le Sénat, notamment dans la répartition du gouvernement des provinces, avec d'un côté les provinces sénatoriales et de l'autre les provinces impériales. Les provinces sénatoriales, qui sont les provinces pacifiées, celles qui sont déjà en sécurité et romanisées, sont gérées par des pro-magistrats exactement comme sous la République, sauf qu'Octave garde un droit de regard sur ce qu'il s'y fait. Les provinces impériales, généralement des provinces frontières qui sont en voie de romanisation, sont-elles sous la responsabilité d'Octave. Ces dernières abritent le gros des forces armées et sont gérées par des legati Augusti pro praetore, qui sont simplement des hommes choisis par Octave à qui il délègue le gouvernement de ces provinces. De nouveaux titres sont aussi attribués à ce dernier, dont Augustus et Princeps. Le premier signifie simplement le plus illustre ou le plus vénérable, mais le second a une plus grande histoire et dérive du terme primum caput, la première tête, qui désigne le plus ancien ou le plus distingué des sénateurs, celui dont le nom est cité en premier à la tribune. Sous la République, ce terme s'est transformé en un titre honorifique, Princeps, qui est offert à ceux qui ont bien servi l'État romain. Pompée a par exemple reçu celui-ci. Dans le cas d'Octave, ce titre est un peu différent. Les auteurs antiques considèrent que la remise de ce titre va de pair avec la remise du pouvoir sur l'ensemble de l'État. C'est à partir de ce moment seulement qu'on commence à appeler Octave Auguste. On peut aussi souligner l'apparition du terme d'imperator dans la titulature d'Auguste, ce qui donnera naissance à la définition de l'Empire romain. Tout comme le qualificatif de Caesar Divi Filius, qui rappelle qu'Auguste est le fils de César qui a été déifié, donc qu'il est le fils d'une divinité. Le retour apparent à l'ordre républicain est donc parfaitement calculé par Auguste, qui ne compte pas du tout abandonner le pouvoir. Le princeps ne crée aucun nouveau rôle, il n'enfreint aucune loi, tout se fait pacifiquement en accord avec le Sénat dans les bornes du système républicain. Auguste accapare énormément de pouvoir. Mais qui pourrait lui reprocher? Le Sénat, qui l'a réorganisé et épuré? Le peuple, qui l'adore? Ou alors l'armée? Celle-ci lui est entièrement dévouée et loyale. Elle serait probablement prête à faire usage de la force contre l'État romain si le princeps le demandait. Auguste demeure donc la figure politique la plus puissante du monde romain. Tous ses pouvoirs réunis forment la base de sa nouvelle autorité. Auguste entreprend une réforme fiscale majeure dès 23, permettant un meilleur contrôle des finances de l'Empire. Il crée le fiscus, une administration fiscale chargée de collecter les impôts et les revenus. Parallèlement, il réduit les dépenses publiques en limitant les festivals et les jeux publics et en baissant les salaires des fonctionnaires. Ces mesures stabilisent les finances de l'Empire, réduisent la pression fiscale sur les citoyens et renforcent sa popularité. Pour mettre à profit les terres distribuées aux vétérans de guerre, Auguste lance aussi une politique agraire en 18. Celle-ci encourage les citoyens romains à cultiver des terres dans les provinces, augmentant ainsi la production agricole et renforçant l'économie de l'Empire. La même année, il crée le Conseil des Amis pour l'aider à gouverner, qui est composé de proches de l'empereur qui ont un rôle consultatif important. Auguste redéfinit également les ordres sénatorial et équestres, qui fournissent le personnel administratif nécessaire à la gestion de Rome et des provinces. En 18, une Lectio Senatus redéfinit les critères d'appartenance au Sénat, qui continueront d'évoluer jusqu'à ce qu'en 13, le cens minimum atteigne 1 million de sesterces, ce qui représente une fortune immense. Pour les sénateurs qui ne peuvent réunir cette somme, Auguste prélève sur ses propres deniers pour compléter leur fortune.
Les citoyens qui remplissent cette condition peuvent toujours s'engager dans le cursus honorum, qui leur permet d'accéder aux magistratures importantes, comme sous la République, mais doivent obtenir l'aval du princeps pour se présenter aux élections, renforçant ainsi son emprise sur la politique romaine. L'ordre équestre est lui moins remanié, mais Auguste fixe des critères stricts de fortune et un cens minimum à 400 000 sesterces pour y appartenir. Ces chevaliers remplissent d'abord des fonctions de gestion des patrimoines de l'empereur et de l'État, puis leurs missions deviennent de plus en plus importantes, allant du gouvernement de province aux hautes fonctions financières et administratives à Rome. Une carrière équestre se dessine donc peu à peu en parallèle du cursus honorum. Auguste réforme également l'administration municipale de Rome en remplaçant les 4 régions historiques par 14 régions administratives qui sont mieux adaptées à l'agrandissement qu'a connu la ville. Enfin, vers 6 avant notre ère, Auguste ordonne la construction de forts à travers l'Empire romain pour sécuriser les frontières et protéger les provinces des invasions barbares. La même année, il améliore les infrastructures de l'Empire en construisant des routes, des ponts et d'autres ouvrages d'art pour faciliter le mouvement des troupes romaines. Ces réformes renforcent l'armée, le contrôle sur les provinces et permettent à l'Empire de mieux se défendre contre les menaces extérieures. La période de 27 à 6 avant notre ère est donc un moment important du principat romain, avec l'instauration de ses codes et la mise à l'épreuve de la stabilité de l'Empire. Auguste doit renforcer son pouvoir sans choquer les institutions républicaines. Cela ne se fait pas sans encombre et certains s'y opposent, comme on peut le voir en 22 avec le procès de Marcus Primus, le gouverneur de la Macédoine. Dans ce procès, il cherche à démontrer le caractère anti-républicain du régime d'Auguste, tandis que le princeps doit prouver qu'il défend les intérêts du peuple romain et n'a pas instauré un régime monarchique et dynastique, ce qui est pourtant bien le cas. L'établissement du principat nécessite plusieurs changements importants dans la société romaine. D'abord, Auguste renforce le culte impérial en construisant des temples et en instituant des célébrations en l'honneur de la famille impériale. Il mise beaucoup sur la propagande envers sa personne et celle de César. Il encourage donc l'adoration du princeps et de sa famille pour renforcer sa légitimité en tant que dirigeant de Rome. Ce côté est aussi renforcé par une réforme morale qui vise à restaurer les valeurs traditionnelles de la société romaine, les mœurs des ancêtres, la vertu, l'austérité et la piété que certaines personnalités romaines dénoncent comme décadentes à cause de l'influence grecque sur la société. Auguste crée aussi des mythes fondateurs pour légitimer son pouvoir. Il se présente par exemple comme un descendant du héros troyen Énée, qui serait un lointain ancêtre de Romulus et Rémus, les premiers rois de Rome. La religion joue donc un rôle important dans le règne d'Auguste. Il restaure les temples et les cérémonies religieuses, augmente le nombre de prêtres et favorise le développement du culte impérial. Il établit également une relation privilégiée entre lui et les dieux, en prétendant que sa prise de pouvoir a été soutenue par les divinités elles-mêmes. Sa légitimité repose donc en partie sur cette aura religieuse qu'il a su construire autour de sa personne, de sa famille et de César, son père adoptif. En parallèle, Auguste encourage la production d'œuvres d'art qui glorifient son règne. Il fait construire de nombreux monuments publics, comme l'Hôtel de la Paix, et patronne des poètes, comme Ovide, Horace ou Virgile, qui font la propagande de son règne dans leurs œuvres. Tout ça renforce la légitimité et la popularité du princeps. La fin du règne d'Auguste se caractérise également par l'expansion et la réorganisation de l'armée romaine. En effet, le nombre de soldats augmente, passant d'environ 300 000 à plus de 400 000, ce qui permet une meilleure protection des frontières et le maintien de l'ordre dans les provinces. Cette armée participe également à la construction et à la rénovation de bâtiments publics, de routes et de ponts, ainsi qu'à des projets d'ingénierie militaire, comme la construction de fortifications ou de camps. Dans la ville de Rome, on retrouve aussi environ 3000 hommes chargés de faire la sécurité de jour,
ce sont les cohortes urbaines, et environ 600 hommes chargés de faire la sécurité de nuit et de servir de pompiers, qu'on appelle les vigiles. Outre la politique morale et le développement de l'armée romaine, Auguste entreprend un programme de construction d'infrastructures qui atteint son apogée à la fin de son règne. Il met en place des routes, des ponts et des aqueducs, facilitant le commerce et les échanges dans l'Empire. Ce qui s'illustre par l'ouverture de nouvelles routes commerciales vers l'Orient et l'Afrique qui ont abreuvé Rome en produits de luxe et en matières premières. Un dernier problème se pose toutefois avant la mort d'Auguste, celui de la succession. Effectivement, le princeps se targue d'avoir établi la République, de ne pas vouloir instaurer une monarchie. Or, il ne peut y avoir de règles de succession dans une république. Il ne devrait même pas y avoir de succession tout court, pas de dynastie. Pourtant, Auguste s'inquiète bien de sa succession et manœuvre pour imposer malgré tout un héritier. Il n'y a donc pas de règles de succession, mais Auguste désigne tout au long de son règne qui devrait prendre sa place après sa mort. Pour ça, il adopte simplement l'élu. Après la mort de plusieurs héritiers potentiels, c'est finalement Tibère qui est adopté en 4 de notre ère. Et c'est bien lui qui succède à Auguste après sa mort en 14. Cette absence de règles de succession va quand même poser problème par la suite. Ça va permettre à la garde prétorienne de devenir une faiseuse d'empereur, puisqu'elle mettra souvent ses favoris à la tête de Rome. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi, le règne d'Auguste marque une période cruciale de transition entre la République romaine et l'Empire. Celle-ci se déroule tout en préservant en apparence les institutions républicaines. Auguste, devenu princeps, concentre en réalité un pouvoir considérable entre ses mains, tout en s'appuyant sur le Sénat et l'armée pour maintenir sa position. Durant son règne, il entreprend d'importantes réformes pour renforcer l'administration, l'économie, la justice et la sécurité de l'Empire, tout en s'assurant de contrôler ses instances politiques et militaires. La propagande, le culte impérial et le soutien aux arts contribuent à asseoir sa légitimité et sa popularité auprès du peuple romain. Ainsi, malgré son discours officiel qui prône le retour à la République, Auguste œuvre en coulisses pour assurer la pérennité de son pouvoir et préparer sa succession, dont Tibère s'empare, donnant ainsi naissance à une nouvelle forme de gouvernement qui perdurera pendant plusieurs siècles. La République laisse la place à l'Empire.